dans le chat, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Bonjour à tous, redit-elle. Je suis Anastasia Battle, co-modératrice avec Denis Small et Denis Speed aujourd'hui pour cette 69e rencontre consécutive toutes les semaines de la Coalition internationale pour la paix avec des gens de différentes idéologies, de différentes religions, de différentes personnes qui se réunissent. Il y a eu beaucoup trop de divisions par le passé entre les différentes organisations de la paix. Et donc, il faut vraiment s'unir alors que le monde est au bord d'une explosion guerrière, d'un danger nucléaire. Il est plus que jamais urgent de s'unir. Et donc, nous allons tout d'abord avoir plusieurs intervenants qui vont donner des discours dans la première partie de cette rencontre, puis une deuxième partie de questions-réponses où vous pouvez intervenir par la suite. Donc, en levant la main dans cette deuxième partie, vous pourrez, voilà, si vous avez une question, si vous voulez rapporter des actions que vous menez pour la paix, si vous avez des propositions, quoi que ce soit en essayant de ne pas dépasser 3 minutes parce que nous sommes assez nombreux, mais en tout cas, vous pourrez intervenir. La parole est à vous dans cette deuxième partie et c'est d'ailleurs important qu'il y ait des francophones qui puissent parler de ce qui se passe. Il faut des représentants de partout dans le monde dans cette rencontre. Alors, c'est maintenant El Gazeb Larouche, la fondatrice de l'Institut Schiller et initiatrice de cette coalition internationale pour la paix, qui va tout d'abord Yes, hello commencer. to all of you. Bonjour à vous I think tous. we are in Je an pense extremely que dangerous nous sommes situation dans une which has situation many extrêmement elements to it. dangereuse, qui a I think beaucoup maybe the most d'éléments obvious à cette one, even situation, mais if je it pense may que not be the worst one, the most le plus obvious one évident, is the change c'est which occurred ce qui est in the récemment, c'est last le 7 days changement qui a in eu the lieu dans Russian les nuclear derniers jours doctrine. dans, dans la Obviously, doctrine in reaction to nucléaire the russe. ongoing, Et bien sûr, steps en in NATO réaction aux, with respect aux to étapes prises, aux constantly différentes étapes being prises at par war and l'OTAN more dans le talks about contexte de la how to guerre put en Ukraine Ukraine in control of et sur the le long-range fait missiles qu'ils aient and to poussé even de plus en plus sidestep into the à territory autoriser of Russia, which l'Ukraine was the et subject qu'ils of veulent, discussion il y a des in a discussions de meeting plus en between the plus pour British Prime Minister autoriser Starmer and les Ryan, Ukrainiens à was utiliser in des missiles livrés September pour 17th, des frappes à longue where portée Starmer dans had le come territoire with russe. a Et list of Starmer targets avait such donné missiles il y a quelque temps should une be liste que ce genre de targeted missiles in Russia. devrait Now, on the pouvoir other hand, cibler en President Russie. Biden À ce did point-ci des not choses, sign on to le this, président and it seems to Biden n'a have pas used encore or signé cette in the autorisation background of the et il Biden semble qu'il y ait administration, where the une grande Pentagon mobilisation is en trying arrière-fond to restrain the euh, situation because de as l'administration many Biden et il times semble que le military Pentagone are essaye acutely aware of the de freiner consequences of ces certain choses-là parce que actions souvent, comme on the souvent, les militaires sont civilians, plus conscients and it des seems that at least conséquences for the time being, the State que ce qu'aurait Department ce genre was in d'action this battle. So Biden conscience, ont has plus not conscience que yet les civils, allowed souvent. Mais pour even l'instant, donc, le the président Ukrainians Biden to n'a use pas encore American autorisé missiles for such les strikes Ukrainiens à into the utiliser ce territory genre of de Russia. missiles pour This frapper was en also profondeur dans reiterated le by territoire russe. Kirby Cela a aussi yesterday. été réitéré par Kirby So, hier. nevertheless, it seems that Donc, en tout the cas, Russian il government semble, quoi does qu'il en soit, not il semble que trust le that this gouvernement statement russe by ne fait pas Biden confiance à is cette déclaration de cut Biden, in qui, cement, because qu'il pense pas que nevertheless, cette déclaration President puisse Putin rester announced gravée a dans le few days marbre. ago a Et en fait, change Poutine, il in y the a nuclear quelques jours, doctrine of a Russia, décidé which d'un so changement dans far la doctrine was that nucléaire Russia russe. would use Et nuclear weapons sa doctrine, only c'était if que la Russie utiliserait des territory of armes the Russian nucléaires uniquement si le Federation territoire de would la be Fédération threatened. russe And serait now it is menacé. changed Et by saying maintenant, if there would cela be a change massive en disant si il y avait attack une coming attaque from a massive non-nuclear aérospatiale country, venant a y compris massive d'un pays large number non of nucléaire, drones, avec un grand cyber large de attacks, drones, de and missiles, if such a d'attaques non-nuclear cybernétiques, country would be et backed si by a un nuclear tel power, pays non this would nucléaire regard this serait as a soutenu joint par attack. une puissance nucléaire, Therefore, cela President serait Biden
vu comme une attaque conjointe et là, des armes nucléaires pourraient être utilisées contre l'agresseur. Et donc, c'est très clairement un signal qu'il ne peut y avoir, c'est vraiment un signal clair que nous sommes dans une situation très dangereuse au bord de l'Armageddon. Et je ne sais pas ce que les gens ont besoin pour comprendre ce qui se passe. Et les médias occidentaux traitent cela toujours comme en disant, ah, Poutine fait des menaces avec des armes nucléaires une nouvelle fois. Ils sous, ils ne vous montrent, ils font comme si ce n'était pas important, comme si ce n'était pas grave. Et donc, cet changement de doctrine nucléaire est un signe fort, au contraire. Et le président Zelensky, qui est actuellement aux États-Unis pendant l'Assemblée générale des Nations unies, semble continuer à parler comme si ce changement n'avait pas eu lieu. Et quand il a rencontré un groupe bipartisan de sénateurs américains, il leur a présenté son qu'il appelle son plan de victoire. Ce n'était pas très clair comment cette victoire est censée être atteinte, étant donné les grandes pertes dramatiques sur le champ de bataille de l'armée ukrainienne. Et il sort en public le fait qu'en fait, Zelensky demande plus de F-16 et il demande l'autorisation d'utiliser les missiles anglo-américains à longue portée pour des territoires, justement, à longue portée dans le territoire russe. Et selon Zelensky, si cela était garanti, alors cela forcerait la Russie à la table des négociations, à aller à la table des négociations. Et, et ainsi, la guerre pourrait être arrêtée rapidement. Mais ces changements dans la doctrine nucléaire, il fait comme si ces changements dans la doctrine nucléaire n'avaient pas eu lieu. C'est très dangereux parce que si le Pentagone pense que la situation est sous contrôle, c'est une chose, mais une erreur peut avoir lieu très vite, une erreur humaine, une erreur de lecture de la situation. Donc, nous devrions être en alarme totale face à la situation actuelle. Et malheureusement, ce n'est pas la seule situation dangereuse actuellement dans le monde. Au Moyen-Orient, depuis quelques jours, les Israéliens ont fait des attaques au Liban sur le Hezbollah et il y a eu un nombre important de pertes avec la possibilité, une préparation pour une attaque éventuelle sur le terrain, au sol des forces armées au Liban, des forces armées israéliennes. Netanyahou est arrivé aussi aux États-Unis pour l'Assemblée générale des Nations unies et selon différents rapports en privé, il aurait dit qu'il était d'accord avec la proposition américano-française pour avoir un cessez-le-feu de 21 jours. Mais en public, il a dit exactement l'inverse. Il a dit que Israël allait frapper de toute force le Hezbollah et qu'il n'allait pas s'arrêter avant que l'objectif soit atteint. Et cela résonne comme cela fait penser à ce qui se passe, les choses terribles qui ont lieu à Gaza. Jack Sullivan du Conseil national de sécurité américain a dit que les États-Unis doivent prendre des étapes, doivent aller de l'avant pour agir avant que la situation soit hors de contrôle. Mais naturellement, si il y a une attaque israélienne au sol pour, pour essayer d'éradiquer le Hezbollah, eh bien forcément ça amènera l'Iran dans le conflit. Et donc la situation peut complètement déraper. Et si cela en arrivait, this could be this would be even more si dangerous cela en in the arrivait à situation in l'utilisation Ukraine. des We are armes talking to some nucléaires, ça military pourrait être sources encore plus in dangereux Europe même que la who situation en Ukraine. actually are Nous avons parlé à warning that différentes they sources regard en the real Europe danger of the qui use of nuclear avertissent weapons qu'ils voient le higher danger in the Middle East and d'utilisation in the d'armes current nucléaires et même situation. plus dangereux, So plus qu'un plus obviously, grand risque this d'utilisation is d'armes nucléaires au Moyen-Orient encore que dans le another conflit extremely ukrainien. Donc c'est vraiment tense and super une dangerous situation, but situation très unfortunately, again, tendue. not the only one, because the real crisis or the La vraie geopolitical confrontation crise
la clearly, the confrontation United States and géopolitique China is actuelle entre les États-Unis extremely et la Chine, worrisome c'est aspect. l'autre And the aspect très Undersecretary of inquiétant. State Et Kurt le sous-secrétaire Campbell d'État Kurt recently, Campbell a couple of days ago, il y a testified quelques before the jours, Foreign a Affairs témoigné Committee in the devant le House, comité des affaires and he étrangères de made la a speech Chambre which is où quite il a fait un discours incredible, qui est assez incroyable because it could not be parce que more ça n'aurait pas amazing pu how être plus geopolitical incroyable spectacle de blinds voir people from quel seeing what is spectacle actually going on. Because what géopolitique Campbell empêche said les is gens that de voir ce China qui se is the passe. greatest threat Campbell dit, in the history la of the Chine est United States ever, le plus grand and danger dans hates l'histoire des the États-Unis, que threats l'histoire des in the États-Unis Cold n'ait jamais War, connue, qui est and le plus grand danger that this que threat ce qu'il y a about eu China pendant la is not guerre just the froide. military, but Et the euh, technology and il the y a global un south, or il y a India un and China danger, and the donc global south. il y a un danger avec l'impact, Now, dit-il, de la Chine dans he le sud also said global. that much Il a harsher dit measures are également que des required. There's a kind mesures of plus infinite fortes sont kind nécessaires des and he Européens contre la lamented Chine. that the Et il s'est focus on lamenté Ukraine du and the fait que Middle la East is concentration sur hindering l'Ukraine the et full le fruition of Moyen-Orient focus on China in the empêche Pacific. d'avoir une concentration sur la Now, Chine dans I want to say l'Indo-Pacifique. this. Je The veux vous going dire, moi, line quelque that China chose. is a threat Le to the United mensonge, States c'est un is a mensonge, le fait lie. If you que la stop Chine soit standing, un danger pour les because États-Unis. Et il faut China and comprendre the cela, history parce of que la China is Chine et proven l'histoire is de not la Chine an est la aggressive preuve de country. It cela. Ce does n'est not pas un pays try to agressif. replace the Elle United n'essaye States pas, la as Chine the n'essaye hegemon. pas It's de not an remplacer en fait les États-Unis comme imperialistic hégémon. Ce n'est pas, la orientation. Chine n'est pas un China pays is, orienté vers une action is in the hégémonique. absolute right to Et la exist as a Chine country. And défend clearly, it le is droit de developing its souverain own des people, it's pays, de tout pays developing dans le monde. science and Il technology, développe la and it science, la is helping the technologie global south et overcome la the Chine rise aide le of Sud colonialism global and has à an éradiquer les incredible restes du success, because du contrary to colonialisme. NATO Et narrative, contrairement au with discours all de people l'OTAN, as they que have l'OTAN veut false faire croire, kinds of et que si on n'y threats, croit pas, si les gens n'y croient pas, ils sont fines and menacés. various Et negative il y a things. différentes China menaces, is mais au contraire, relatively la Chine est, unspectacular est dans une countries situation où in elle Africa aide and Latin des America pays and en Middle Afrique, Asia en Amérique to latine, en develop, to Asie, overcome à se poverty and développer, underdevelopment à by providing sortir them de la pauvreté, infrastructure, en leur apportant du industry, and développement, des fertilizer, infrastructures, de helping l'industrie, them de with l'agriculture, en les aidant education, with health, avec with all kinds of l'éducation, la things. santé, And avec as toutes a sortes de result, choses. many Et en countries of résultat the de global cela, south beaucoup de regard pays du Sud China and the global BRICS as regardent their la Chine et friends. les BRICS I comme can just say I comme came leurs back amis. from Et a trip suis to revenu d'un Shanghai, where I voyage à participated Shandong last week où j'ai in the participé la International semaine Peace Day, dernière which was au Jour organized international at de la paix Shandong, qui with avait été a large organisé à number of Shandong people from all over the avec world. un grand And nombre de gens there was a de mixture partout dans le between monde. Il y celebrations a eu des of various célébrations de, accomplishments in Italy, a lot of il y a eu différents factories, accomplissements, il y a eu farms, différentes various things. And visites I can only say I d'usines, was in China the beaucoup de first time in visites. J'étais en Chine pour la 1975. That première is the fois en year of the Cultural 1961. C'était Revolution. au milieu And de la révolution culturelle. Et the la poverty différence in entre 71, la which I have seen pauvreté en firsthand, and I don't need 71 any que j'ai vue moi-même à l'époque, secondary et je n'ai pas sources. besoin de I have been in livres ou China de sources many years secondaires. since, J'ai and I été have en seen with Chine my own eyes répétitivement depuis, je what l'ai a vu avec mes propres civilizational yeux, contribution quelle China has made by contribution gigantesque que la applying Chine science and a fait technology to en their own appliquant la economy science and et now la technologie à providing leur it propre as a économie aid to et developing amenant countries. maintenant de l'aide So également aux therefore, pays en I have développement. seen Et how donc j'ai vu representatives of these comment countries des are, représentants de ces linked to pays China, sont regarded as a liés friend. à la And Chine so we et hope comment ils that voient la there is Chine not comme China as a un threat. pays It's ami. just not true. Et It would le be fait que la Chine extremely soit easy un to ennemi, ce resolve n'est this juste pas whole vrai. Il situation serait if très facile de all the résoudre West, toute cette starting with the situation United si States and l'Occident, European countries, commençant par les would États-Unis, stop les this pays européens, geopolitical arrêtaient confrontation cette and confrontation respond to géopolitique the et Chinese répondaient version of the à la proposal to proposition chinoise, à reset la the version development chinoise de ma architecture, proposition because d'une nouvelle China architecture has internationale. promoted Parce the que la Chine a promu une, Global Security Initiative, the Global une Development initiative Initiative, globale de and the sécurité, une Global initiative Civilization globale de Initiative, développement et une initiative which is globale de just another way of civilisation.
qui est juste une autre façon de dire que nous avons besoin d'une nouvelle architecture internationale de sécurité et une nouvelle renaissance du dialogue des civilisations. Ils l'ont formulé de manière différente, mais c'est exactement ce que nous avons promu. C'est exactement ce que nous avons promu pour sortir de cette crise. Si l'Occident disait, allez, nous coopérons, nous arrêtons notre combat pour la suprématie, et nous sommes d'accord sur le fait que le monde est un monde multipolaire, que nous arrêtons la confrontation, nous allons vers la coopération. Tous ces conflits pourraient s'évaporer du jour au lendemain parce que des grands pays, la Chine et aussi la Russie, ils sont dans un mode de coopération. Tous les conflits régionaux, si on allait dans cette direction, pourraient être résolus tout à fait possiblement. C'est très clair. Je peux juste dire que la coalition internationale pour la paix se mobilise pour éduquer les gens, pour dire qu'il y a une façon de s'en sortir de cette crise. La crise, le danger est très grand, très très grand, mais la possibilité de sortir est réelle. Et elle, en fait, serait même très facile si on abandonnait cette vision géopolitique et de confrontation. Maintenant, il y a un effort très grand, particulièrement en Allemagne, par l'OTAN, par des cercles de la Bundeswehr, pour préparer la population à la guerre à venir avec l'OTAN et le général Alexander Frank, qui est le chef de la commandement conjoint de soutien à mener de soutien à l'Ukraine, peut-être a dit, les gens doivent être préparés au transport de grandes troupes blessées venant du front de l'Est qui reviennent dans les pays occidentaux. Et Pistorius, le ministre de la Défense allemand, veut faire de de la, prêt à la guerre. Il veut faire en sorte que la population allemande soit prête à la guerre et que le pays soit prêt à la guerre au plus tard en 2029 et il dit que toutes les institutions d'Allemagne doivent être préparées à la guerre, incluant la Croix-Rouge, qui doivent être prêtes à transporter ce grand nombre de personnes blessées. C'est une psychose absolue. Et il faut faire en sorte que la population sorte de ce lavage de cerveau, parce que cela peut très vite devenir une prophétie autoréalisatrice. Et dans quelques jours, je pense le 12 octobre, le président Biden va faire sa dernière visite en Allemagne en tant que président. Et il va présider le groupe de Rammstein. Et bien sûr, le sujet sera plus de soutien, plus d'armes à l'Ukraine et des choses similaires. Et il y a déjà beaucoup de gens qui se réveillent face au danger dans lequel nous sommes, particulièrement si les plans de mettre des missiles à longue portée, à moyenne portée américains en Allemagne sur le territoire allemand, commençant en 2026, sans que les Allemands aient demandé quoi que ce soit, sans qu'on leur ait demandé ce qu'ils en pensaient. Nous ne leur avons pas demandé si s'ils étaient d'accord pour que ces armes soient déployées. Ils n'ont rien à dire dans ces décisions. Et des gens se réveillent. Maintenant, il y a une lettre ouverte qui circule, adressée à Biden. Il y a des grandes manifestations prévues le 2 octobre. Et c'est l'une des choses qui doit être mobilisée. Et le problème, c'est que la population allemande n'a pas encore de compréhension du danger dans lequel nous nous trouvons. Euh, Et nous devons donc nous mobiliser, aller dans les rues, avoir un grand nombre de gens dans les rues pour protester contre cela. Et plus fondamentalement, nous devons travailler au niveau international pour avoir une nouvelle architecture internationale de développement mise à l'agenda. C'est cela que nous devrions discuter ici. Merci. Je viens de mettre l'ordre du jour en français dans le chat si vous voulez le retrouver. Et Anastasia Battle remercie Helga Zepp-Larouche pour son discours introductif. Et maintenant, c'est Glenn Deason qui va intervenir, commentateur, professeur et auteur. Il a une excellente analyse. Personnellement, j'apprécie beaucoup cette analyse, dit Anastasia Battle. Merci beaucoup, Glenn Deason.
C'est mon plaisir pour moi d'être là. Je voudrais partager mes pensées par rapport à cette nouvelle doctrine nucléaire que la Russie a appliquée, parce que l'ancienne doctrine était très restrictive, uniquement utiliser des armes nucléaires s'il y avait une attaque nucléaire ou, deuxièmement, s'il y avait une menace existentielle, une menace à l'existentielle de l'existence de la Russie. Et aujourd'hui, en résultat à cette guerre de proxy, cette guerre par procuration contre la Russie, en fait, la dissuasion nucléaire russe a été affaiblie. Je pense que c'est une analyse raisonnable qui est aussi dans l'Occident, c'est accepté. La Russie ne va pas répondre, ne répond jamais à ces lignes rouges. Donc nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer à bombarder. Nous pouvons bombarder en Russie. Il n'y a pas de souci. Ils ne vont pas répondre. Cela montre qu'en effet, la doctrine de dissuasion est affaiblie. Et donc, nous faisons référence donc à cette dissuasion nucléaire, donc qui a été affaiblie. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions en Russie comment agir pour restaurer cette dissuasion. Et il a été question d'escalade horizontale, envoyer des bateaux à Cuba. Ils ont envoyé des bateaux à Cuba, ils ont envoyé des systèmes de défense aérienne en Iran, ils font des accords militaires avec la Corée du Nord, mais rien de tout cela semble être accepté en Occident comme quelque chose qui impressionne. Donc, parce que, en tout cas, l'escalade de l'Occident continue. Et donc, la Russie veut chercher à restaurer leur dissuasion. Et il y a deux principales raisons, je dirais, deux aspects importants de cela, de cette dissuasion. C'est si il y a une attaque en Russie par un État non nucléaire, soutenu par une puissance nucléaire, que ce serait considéré comme une attaque conjointe. Par exemple, si l'Ukraine commence à attaquer Moscou avec des missiles et des drones, alors ce sera considéré comme une attaque par les États-Unis également. La Russie réagirait en conséquence. Si le Biélarus, s'il y a une attaque contre la Biélorussie qui est en union avec la Russie, cette attaque serait également considérée comme une attaque contre la Russie. Je vais parler brièvement de ces deux questions. Et la première question, c'est vraiment une réponse à ce déclin dans cette dissuasion nucléaire russe. Et dans les 2 dernières années et demie, les règles informelles des guerres par procuration ont été enfreintes par les États-Unis et leurs alliés. Par exemple, il a été controversé que les F-16 ce n'est pas quelque chose à utiliser dans une guerre par procuration. Biden est prêt à livrer on disait, bah, si Biden livre des F-16, ça serait amené à la Troisième Guerre mondiale. Et puis maintenant, finalement, on les livre, finalement. Donc, c'est un élément clé, par exemple, un exemple du fait que la dissuasion nucléaire russe a été affaiblie, on ose livrer des F-16 sans problème. Et on fait des attaques également dans le territoire russe. Il y a eu cette incursion à Koursk avec des armes américaines, des exécutions de civils. Donc, quand l'Ukraine a attaqué la Russie aussi avec des drones, il n'y a pas eu d'opposition de l'Occident face à ces actions. Au contraire, il y a un soutien de l'Occident. Il est important de voir comment les Russes voient cette question de guerre de proxy. Quand un État peut attaquer la Russie avec l'aide d'un parti tiers, en fait, avec la doctrine actuelle, ils ne peuvent pas répondre. C'est le problème auquel ils veulent répondre. Et avec les accords d'Istanbul en 2022, il y avait aussi cette question. Les Ukrainiens étaient près d'un accord et il y a eu un sabotage. Le ministre des Affaires étrangères turc, le ministre aussi israélien avaient dit qu'il y avait une opportunité, mais que la Grande-Bretagne avait, avait empêché en fait cette opportunité. Et donc ils disent et en fait ils ont parlé du fait aussi que les Occidentaux veulent il y a une idée d'attaquer la Russie sans qu'elle soit capable de répondre. Et il y a des discussions en termes de l'idée d'attaquer la Russie sans qu'elle puisse répondre. L'Ukraine a commencé à perdre cependant cette guerre
et quand en fait l'Ukraine perd, à chaque fois, la réponse de l'Occident, c'est l'escalade en permettant de faire des frappes, par exemple, en profondeur en Russie. À chaque fois que l'Ukraine perd, eh bien, c'est l'escalade. Il y a ainsi, c'est pour ça de nouveau qu'il y a cet argument disant qu'il faudrait utiliser des armes à longue portée parce que c'est une ligne rouge qui n'a pas encore été qui n'a pas encore été franchie. Et les satellites américains sont utilisés pour les frappes en Russie. Et donc c'est une attaque, les attaques qui sont lancées, donc les attaques sont lancées d'Ukraine, mais c'est vu comme une formalité le fait qu'elles soient lancées d'Ukraine, mais que c'est une attaque directement de l'OTAN. Poutine a insisté qu'il voit les attaques comme des attaques de l'OTAN. Et aujourd'hui, évidemment, je sais qu'on est tout le temps en train d'être censé démoniser la Russie. Par exemple, il y a l'exemple de la Syrie. Les États-Unis occupent illégalement la Syrie. Ils ont le droit de se défendre, la Syrie. Et en fait, si la Russie envoyait des armes russes à la Syrie, qu'ils guidaient avec les satellites russes, qu'ils permettaient par exemple, qu'il permettait à la Syrie ou à un autre pays, ben, la Syrie d'attaquer les États-Unis. Vous imaginez comment réagiraient les États-Unis. Et les États-Unis n'apprécieraient pas, et de manière raisonnable, en effet. Et c'est pour ça que la Russie, dans son cas également, n'apprécie pas. Imaginez si les États-Unis menacent de réponse nucléaire et les Russes disent «Oh non, mais on ne peut pas être otage de propagande nucléaire». Eh bien, les Russes disaient «Ah non, on n'a pas, on n'a pas peur de votre menace nucléaire». Imaginez donc comment les États-Unis réagiraient. Et heureusement, il semble qu'il y a certaines personnes qui me veulent mettre une pause à tout ça. Voilà, c'est mon argument principal, disant que que je dis que la dissuasion nucléaire doit être réétablie, la dissuasion nucléaire de la Russie. Et comme derrière, pendant la guerre froide, il y avait des attaques par procuration d'attaques d'alliés, mais il n'y avait jamais eu d'attaque directe entre entre les États-Unis et l'URSS. J'ai un rapport de 2022 de The Atlantic, il a dit. Ils ont écrit le comité des principes de la NSA. Pendant l'administration Obama, un groupe de conseil. Comment les États-Unis répondraient à une invasion russe d'un pays allié. Il parlait qu'il y avait la nécessité de faire une escalade, mais qu'il ne voudrait pas attaquer directement la Russie directement, mais qu'une attaque en Biélorussie serait un bon moyen d'amener une escalade, mais toujours en permettant à la Russie de n'avoir pas d'avoir l'éventualité de ne pas répondre avec une frappe nucléaire. Ce comité recommandait Il recommandait une attaque nucléaire sur la Biélorussie, une attaque nucléaire américaine sur la Biélorussie, une nation qui n'avait pas joué de rôle dans l'invasion d'un pays occidental, mais qui avait le malheur d'être un allié russe. C'était ainsi vu comme le jeu de la guerre, c'est ainsi. C'est voilà le conseil que ce groupe donnait voilà pour l'action des États-Unis. Et la Biélorussie donc est vue l'allié principal dans les États de l'Union eurasiatique, le principal allié de la Russie. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que la Russie dit qu'il considérerait une attaque contre la Biélorussie, y compris contre une attaque contre la Russie. Donc c'est un vraiment
un, c'est un jeu de fou, en fait, une roulette russe c'est le dernier qui réagira, qui se retirera, et donc on peut vraiment aller vers une guerre plus large. Donc, et il y a un mythe sur ce mythe que la Russie ne répondra pas, mais le problème, c'est que ce mythe coexiste avec l'idée que tout ce que fait la Russie, c'est non provoqué. C'est pour ça qu'on ne voit pas qu'on ne pense pas qu'ils vont répondre à l'escalade. En 2014, le gouvernement ukrainien non, quand il y a eu donc Maïdan, la Russie a répondu en saisissant le, le, le- la Crimée. Quand les accords de Minsk ensuite n'ont pas été appliqués, eh bien, et qu'ensuite ils ont demandé des garanties de l'OTAN, l'OTAN a refusé de donner des garanties que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN, ils ont réagi, ils sont intervenus en Ukraine, donc ils ont bien réagi. Donc, euh, on ne peut pas dire en réalité qu'ils ne répondent pas quand nous franchissons des lignes rouges. C'est faux, du coup. Et nous prétendons toujours que les choses arrivent sans raison également. Mais donc, en effet, il y a eu ces avertissements, ces demandes qui ont été refusées à l'époque. Et quand nous continuons l'escalade, nous envoyons des armes de plus en plus fortes. Et le dilemme de la Russie, si elle répond, elle risque la Troisième Guerre mondiale. Et si elle ne répond pas, eh bien, elle va permettre à l'OTAN de penser qu'ils peuvent continuer sans cesse. Et donc, on va penser que voilà, qu'ils peuvent agir comme ils veulent sans conséquence. Donc, ils sont bien au courant que leur retenue est considérée par l'Occident comme une faiblesse. Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent faire ce changement, qu'ils font ce changement dans la doctrine nucléaire russe. Et là, cette fois, ils considèrent cela comme le dernier avertissement. Parce que vous ne, si vous ne répondez pas à cette dernière menace, cela pourrait être quelque chose comme voilà attaquer un bateau britannique, attaquer les drones américains, attaquer un satellite qui sont censés qui sont censés guider ces missiles, attaquer des centres de logistique en Roumanie. Ça pourrait être des choses comme ça. Il y a différentes étapes qui peuvent être franchies par la Russie avant les armes nucléaires. Mais le problème, c'est qu'une fois que nous sommes dans une guerre directe, entre la Russie et l'OTAN, ce sera alors très difficile de contrôler les choses et d'avoir une désescalade. La situation sera très difficile à contrôler. C'est vraiment donc une situation extrêmement dangereuse. J'aimerais qu'il y ait un discours différent en Occident. Si nous répondons, si il faut répondre à ces avertissements russes. Donc, mais nous prétendons que voilà, si nous réagissons à leur ligne rouge, c'est accepter un dictateur et que nous avons une obligation morale de ne pas répondre. Mais en réalité, nous devons répondre car nous devons réagir, sinon c'est un danger terrible pour le monde. Merci, dit Merci, Anastasia Battle. Dr. Deason, pour cette analyse. Je pense que le prochain intervenant peut confirmer ce que vous avez dit. Ce sera le professeur Steven Starr de l'Université du Missouri et ancien directeur du laboratoire de sciences cliniques de cette université, qui est un expert en armes nucléaires. Je vais partager mon écran avec vous. Bonjour. Il y a eu un manque de compréhension qui a mené à l'absence d'une crainte de la guerre nucléaire. J'enseigne un cours là-dessus à l'université et je constate que mes élèves, mes étudiants ne savent pratiquement rien de la guerre nucléaire. Ce n'est plus enseigné pratiquement du tout dans les écoles secondaires.
Alors, on pensait on tend à dire que la guerre nucléaire est impensable, mais malheureusement, il semblerait que peu de gens y pensent, effectivement. Alors qu'il y a une épée de Damoclès qui pend au-dessus de nous depuis des décennies, mais on a tendance à l'oublier, à oublier qu'il a existé cette doctrine de destruction mutuelle et qu'il existe cette idée maintenant qu'il ne faut jamais s'incliner devant le chantage, le soi-disant chantage nucléaire exercé par la Russie. Alors voilà une image de la bombe atomique qui a explosé au-dessus de Nagasaki et voilà ce à quoi ressemblait Nagasaki par la suite. Chaque arme nucléaire est comme un petit morceau du soleil. L'explosion peut atteindre 7000 degrés, mais au moment de l'explosion, on arrive à des millions de degrés euh, et personne qui se trouve en dessous ne pourra survivre. Maintenant, les bombes nucléaires dont nous disposons aujourd'hui sont beaucoup plus puissantes. On voit ici l'effet d'une ogive nucléaire de 15 kilotonnes détonnées sur Manhattan. Et maintenant, nous voyons que la Russie a des bombes beaucoup plus puissantes qui affecteraient quelques 250 kilomètres carrés pour une zone incendiaire. Ce serait suffisamment puissant pour déraciner des arbres, pour faire fondre les rues goudronnées. Il s'agit ici d'un exemple d'une seule ogive, d'une seule bombe. Maintenant, nous voyons ici l'image d'une boule de feu nucléaire. J'ai écrit un article là-dessus dans le bulletin de scientifique atomique. La boule de feu est environ 1 kilomètre de diamètre et ça mettrait à feu une zone de 150 000 kilomètres carrés. Ça créerait aussi beaucoup de cendres carbonées qui retomberaient sur des zones urbaines. Le docteur Postol a aussi fait des diapos, y compris celle-ci. Là, on voit la toute petite bombe de 10 kilotonnes et on voit comment l'escalade se fait jusqu'à 475 tonnes, ce dont les États-Unis disposent maintenant sur les sous-marins, pour arriver aux 100 tonnes, mégatonnes, et c'est ce que la Russie possède actuellement. Il y a un engin nucléaire d'une portée pratiquement illimitée. Le Dr. Postel l'a comparé au Tsar Bomb de 100 000 mégatonnes qui a été explosé avant le traité. Voilà le sous-marin Belgorod qui transporte ces bombes. Et là, on voit l'effet d'une bombe, de la déflagration d'une bombe. L'image est prise d'une distance d'environ 60 kilomètres. Voilà l'effet. Voilà la colonne qui monte. Il y a cette image par le docteur Postol de l'effet qu'auraient les bombes sur les 6 sous-marins.
On ne parle pas ici de missiles ICBM, seulement d'un seul sous-marin. J'ai préparé une vidéo avant la guerre en Ukraine. Si je devais le refaire aujourd'hui, je le changerais un petit peu euh, pour prendre en compte une attaque aérienne russe en Ukraine. Parce que la Russie est sur le point de briser toutes les lignes en Ukraine. Ils sont loin de la frontière et si les Russes entrent, il y aura beaucoup d'appels à des représailles de la part de l'OTAN. Et je pense que c'est là où réside le danger extrême. Mais on voit que cela commence avec un échange d'armes nucléaires et ça montre comment une escalade pourrait se faire. Alors, la Russie lance un tir d'avertissement dans l'espoir que les États-Unis se désisteront. Il y aura des cibles euh, par les, par des bombes qui pourraient atteindre diverses cibles à l'ouest. Les missiles tactiques russes ont une portée, je pense qu'il a dit, de 175 kilomètres. Alors, si la Russie envoie 300 ogives nucléaires par avion et par missile à courte portée, il y aurait la mort de 2,8 millions de personnes par suite de ces attaques-là qui pourraient ressembler à ceci. Si l'Europe est détruite, l'OTAN lancerait une frappe nucléaire stratégique de 600 ogives à partir de missiles qui auraient ce genre d'effet qu'on peut illustrer comme ceci. À partir de bases terrestres ou de sous-marins. Les cibles seraient des endroits stratégiques aux États-Unis et en riposte en Russie. Maintenant, il y aurait une frappe finale contre les 30 villes et centres économiques les plus peuplés les plus importants. Il y aurait plus de 85 millions de personnes tuées. Tout ceci peut se produire en l'espace de quelques 72 minutes au maximum. Voilà l'effet immédiat ou le nombre de morts dans l'immédiat, mais après, suite aux cendres carboniques,
qui montent dans l'atmosphère, qui seraient transportés par des vents puissants dans la stratosphère. Il y aurait peut-être 155 millions de tonnes de cendres qui empêcheraient toute lumière de pénétrer jusqu'à la Terre. Et ceci pendant une décennie. Et il n'y aurait pas de survie non plus d'espèces animales. Il n'y a pas vraiment eu d'analyse compétente de ce que serait un hiver nucléaire. J'ai écrit un article là-dessus pour la Fédération des scientifiques américains, mais ils l'ont enlevé de leur site entre-temps. Les décisionnaires en matière de l'utilisation de la doctrine nucléaire estiment que c'est une théorie fausse. Je vais terminer avec la diapo avec laquelle j'ai commencé. Je ne pense pas qu'il existait des objectifs politiques ou nationaux qui vaudraient la peine de risquer la destruction de l'ensemble de l'espèce humaine. Nous avons poursuivi depuis les années 90 la vision néoconservatrice du monde unipolaire dominé par les États-Unis. Et où en sommes-nous aujourd'hui face à une guerre nucléaire avec la Russie? Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur. C'est très important de comprendre ce que signifie réellement une guerre nucléaire et pourquoi il n'est pas possible de la gagner, comme nous le disent souvent des dirigeants politiques des différents bords. Ce que vous avez montré montre que ce n'est pas possible. Maintenant, je demande au docteur Sidois d'intervenir. C'est un chirurgien et membre du Collège américain de chirurgiens qui vient d'effectuer une visite dans la bande de Gaza et qui va nous parler de sa visite. C'est un thème qu'on ne peut absolument pas oublier. Il ne faut pas non plus oublier qu'Israël est une puissance nucléaire. D'autres nations au Moyen-Orient aussi. Et oui, je suis un chirurgien traumatologue en Californie. Je suis membre du Collège américain de chirurgiens, mais comme tous les autres chirurgiens. Et j'essaie de faire le plus de travail de lobby que je puisse faire pour les gens à Gaza. La situation est très, très mauvaise là-bas. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des zones entières de Gaza qui n'ont reçu aucun approvisionnement alimentaire depuis le mois d'août. 70% des logements ont été détruits, 80 à 90% des équipements sanitaires ont été détruits. La population s'est fait concentrer dans quelques petits endroits serrés qu'il existe environ une toilette pour 400 personnes environ. Et on estime que chaque personne dispose
de 4 litres d'eau par jour pour tous les besoins, pas seulement à boire, mais pour faire la cuisine, etc., pour se laver. Alors, pour rejoindre ce que les deux orateurs précédents ont dit, il y a une escalade délibérée de la guerre au Moyen-Orient contre les Hezbollah. Je crois que personne ne nie le fait que les Israéliens le font à bon escient. Ils essaient, leur objectif est d'obtenir la même chose qu'à Gaza. Ah oui, 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 on va commencer un cessez-le-feu. Et puis, du coup, ils lancent une attaque. Une émission israélienne a rapporté récemment que Netanyahou avait décidé dans l'avion le transportant vers New York pour aller aux Nations Unies, qui renversait sa position. C'est une situation très dangereuse. Je trouve difficile de croire que le gouvernement américain n'ait pas compris que Netanyahou est une personne qui trompe. Et d'après ce que je comprends du point de vue militaire, les capacités américaines sont aussi mises à rude épreuve pour fournir Israël avec tous les équipements nécessaires. Israël a fait tomber plus de munitions sur Gaza dans les premiers mois que les États-Unis sur l'Irak pendant la durée de la guerre. Et tout ceci mène à une situation où, comme l'a dit le docteur Deason et le docteur Starr ont dit, cela peut mener à une situation où une guerre nucléaire devient une possibilité. Je ne sais pas ce que le bulletin de scientifiques atomiques, ce que son horloge dit en ce moment, mais le danger vient en grande partie de ces deux crises à Gaza et en Ukraine qui sont largement le fait des États-Unis. Je ne suis pas un analyste du tout, mais c'est la posture américaine dans ces endroits et si ces objectifs au-delà des limites, si on n'arrive pas à les contrôler, nous serons dans une situation extrêmement catastrophique. Merci, Dr. Sidwad. J'ai un tract ici qui contient une déclaration de vous-même et du Dr. Perlmutter qui est distribué, y compris aux Nations Unies à New York. Et nos militants qui distribuaient ceci la semaine dernière, ce tract, ont vu que les gardiens, le service de sécurité à l'ONU confisquaient les tracts pour empêcher les gens d'entrer avec dans les mains. Je vais mettre dans le chat un lien où vous pouvez trouver ce tract. Merci beaucoup, Dr. Sidwa, pour ce que vous faites et ensemble avec le Dr. Perlmutter. Maintenant, il y a Dennis Small qui va présenter notre intervenant. Je voudrais juste dire une chose sur la déclaration que nous avons distribuée aux Nations Unies. Pour citer le Dr. Perlmutter,
J'étais au Tour Jumelles en 2001. J'étais en Haïti. J'étais après l'ouragan Katrina. J'ai fait 40 missions d'aide d'urgence. Mais tout ceci combiné ne peut égaler ce que j'ai vu à Gaza. C'est ce qui est contenu dans le tract que le service de sécurité de l'ONU a confisqué. Maintenant, notre prochain intervenant est le docteur Rachid, un conseiller du gouvernement de la province de Buenos Aires et un fondateur du chapitre argentin de la Coalition internationale pour la paix. Monsieur Rachid va lire une petite déclaration, une courte déclaration. Et nous aurons une petite annonce sur ceux qui soutiennent cette déclaration. Merci beaucoup à tous. Un groupe de médecins argentins se prépare aussi à se rendre à Gaza bientôt. Nous avons créé le chapitre argentin et latino-américain de la Coalition internationale pour la paix qui fait circuler cette déclaration. En tant que citoyen préoccupé par la situation internationale, face à la possibilité d'une guerre mondiale thermonucléaire menant à un holocauste final, nous sommes une voix unifiée, un cri qui sert de barrière à ces avancées irresponsables du monde unipolaire, impérial. Dans leur effort pour préserver leur hégémonie et leur colonisation mondiale, les États-Unis, Israël, l'Angleterre, l'Union européenne, l'OTAN veulent utiliser la guerre pour avancer vers l'Eurasie, pour essayer d'arrêter les avancées des BRICS, de l'OCS, de la Banque d'infrastructure aviastique, de la nouvelle Banque de développement des BRICS. Ils veulent mettre un terme aux routes de la soie terrestre et maritime et à la route de l'Arctique. Ils sont responsables du génocide à Gaza, du bombardement du Liban, de la Syrie, de l'Iran, du Yémen. Il y a l'armement de Taïwan et du Japon comme élément pour provoquer la Chine. Nous en sommes conscients, malgré le manque d'informations véridiques que nous recevons. Cette désinformation manque un tournant de cette guerre mondiale, comme l'a dit le pape François. Nous, le Sud global, nous sommes une région de paix et nous voulons rester un endroit de dialogue et de respect de l'autodétermination des peuples sans ingérence. Alors, dans notre pays, en Argentine, nous avons la complication que notre gouvernement est illégitime en raison des actions qu'il mène. Nous sommes les victimes d'un raisonnement et d'une situation géopolitique. Et nous pourrions être amenés à participer à un conflit à venir dans l'Atlantique du Sud
dans l'Antarctique, le gouvernement de Milei en Argentine soutient ouvertement le génocide à Gaza, veut déplacer l'ambassade à Jérusalem, envoie des armes à Zelensky en Ukraine et collabore avec les puissances coloniales en plus d'insulter les dirigeants populaires d'Amérique latine. Il soumet le peuple argentin à des ajustements, comme on dit, des ajustements économiques nécessaires pour honorer la dette, dit-on. Qui mine les pays latino-américains. Donc, nous appelons les patriotes en Amérique latine à s'unir, à se mobiliser pour défendre la paix et les modèles de solidarité de notre région. Et car sinon, notre région risque d'être arasée par une guerre nucléaire mondiale. Voilà la déclaration que nous avons préparée, qui a déjà été soutenue par une quinzaine d'intellectuels argentins, y compris le prix Nobel de la paix, un homme qui a consacré toute sa vie depuis les années 70 à la lutte contre le génocide et pour la paix. Les Latino-Américains sont clairement soumis à des pressions coloniales de la part des États-Unis, comme on le voit, et comme on le voit dans la campagne contre le Mexique et le nouveau gouvernement de Mme Sheinbaum. Tout ceci se passe en Amérique latine et ce qui se passe au Moyen-Orient aussi à cause des États-Unis et par ce qu'on appelle l'Ouest chrétien, qui n'est qu'une partie minuscule du monde par rapport aux autres sur la planète. Ils veulent garder les 650 millions d'Amérique latine comme leur pré carré. Et en tant que Coalition internationale pour la paix, j'aimerais remercier Denis et aussi Helga pour son initiative de nouvelle architecture de paix et de développement qui est tout à fait urgent. Le monde unipolaire doit apprendre à partager le destin d'un monde multipolaire, un monde de non-ingérence et d'un ferme engagement de tous le droit de tous à commercer sans sanction, sans restriction. En conclusion, j'aimerais dire que le porte-parole principal de cette politique coloniale est le général Richardson, qui menace, une Américaine, qui menace de briser tous les liens entre notre région et la Russie et la Chine. C'est une expression des fonds de pension multinationaux, à commencer par Vanguard et d'autres. Donc, c'est important d'avoir autant de participants sur notre appel et je vous remercie profondément à tous ceux qui partagent ces informations. Merci. Thank you very much, Jorge, and thank you for organizing a chapter in Argentina and getting excellent support for that. This is a very good development, and I would encourage other people, please contact us if you also would like to start a chapter of the International Peace Merci Coalition. beaucoup à vous pour cette intervention.
Donc, Nick Brana est encore est coincé pour l'instant. Enfin, il peut pas intervenir tout de suite. Il est cofondateur de Rage Against the War Machine, la rage contre la machine de guerre. Et il mène des actions régulièrement, actuellement notamment, il mène des actions. Et il va nous rejoindre plus tard. Et avant d'aller dans la période de discussion, où vous pourrez intervenir, vous pouvez lever la main. Vous pourrez lever la main. C'est Elga Zeplarouche tout d'abord qui va faire quelques commentaires. Je veux tout d'abord remercier les intervenants qui ont contribué avec des aspects très extrêmement importants. Et je peux juste dire que ces informations sur ce que voudrait dire une guerre nucléaire, c'est les choses les plus importantes vraiment à répondre à travers le monde. Parce que je suis absolument certaine que si les gens savaient le danger mortel dans lequel nous sommes, ils ne toléreraient absolument pas cela. Donc je demande à tous les participants de cette rencontre de vous assurer que vous fassiez en sorte que les vidéos de cette session puissent circuler largement. Et, et également, dans la situation actuelle à Gaza, les gens, les gens savent en fait que la situation est en train être rasée. Il y a un génocide qui a lieu tous les jours. Je pense, j'accueille aussi l'idée que des groupes locaux de la coalition pour la paix ou des réunions soient organisées à différents endroits. Il est très important d'élargir cette coalition pour la paix. Il y a encore trop de divisions et les forces de l'Empire veulent diviser. Ils veulent diviser les gens pour garder le contrôle. Et une guerre globale causerait évidemment une destruction également dans l'hémisphère sud. Et c'est pour ça que les pays du sud global également doivent être réveillés également face à ce danger. Et le président Sukarno et Nehru avaient averti à la conférence de Bandung en 1955 que s'il y a une guerre nucléaire, les pays du Sud global, du Sud pourraient éventuellement mourir quelques semaines après, mais en tout cas, ils mourraient également de cette guerre nucléaire. Donc, dans ma vision, l'élément qui n'a pas encore été mis dans l'équation, c'est que si les pays du Sud global avaient une possibilité de parler plus ouvertement, être mieux entendus, eh bien, alors cela pourrait faire un changement. Et on l'a vu avec l'Afrique du Sud, avec l'action de l'Afrique du Sud à La Haye face au génocide à Gaza. Donc il faut que tous ici nous agissions pour s'assurer que les pays du Sud global puissent euh, a- a- avoir leur voix qui soit entendue. Et il faut que des gens du Sud global, encore plus qu'aujourd'hui, puissent participer à ces rencontres de la coalition internationale pour la paix. Merci Elga. Donc je vais passer la parole à un autre co-modérateur. Donc il y a des manifestations demain, samedi. Il y a une manifestation également en Suède. Il y a des manifestations sœurs qui sont organisées en lien avec les manifestations qui seront organisées samedi aux États-Unis. Donc, donc en tout cas, si voilà, il y a des gens qui organisent des manifestations sœurs en lien avec celles-ci, eh bien, ils peuvent le transmettre pour mettre les informations sur le site de ces manifestations. Alors ensuite, une autre annonce, c'est si vous voulez euh, co, euh, co-streamer, co-transmettre ces rencontres de la Coalition pour la paix sur votre chaîne YouTube, sur
s'il y a des chaînes YouTube, So please just des contact me, médias, or des médias Mr. Solar alternatifs Institute. qui I'll be veulent happy to help you do that. co-streamer ces rencontres, eh bien, Okay, c'est so we're going to maintenant move on possible. into the discussion period now. Nous allons maintenant And if you'd passer like à to la période join the des discussion period, as questions-réponses. I said Si before, vous you're going to voulez see the rejoindre poster. If you la need période to, des go into the description questions-réponses, enfin, parce area, qu'il y a des gens qui sont and sur you will YouTube. find a link to RSVP, and you'll Si vous êtes be sur given YouTube, the Zoom justement, link. puisqu'aujourd'hui c'est en Or direct on any également, platform, please go to exceptionnellement en français également, thesolar.com, and et at the donc top of the pour website, you will see the pour pouvoir RSVP page. intervenir, Select that il faut individually if that être sur matters. Zoom. Donc So elle est juste en train thank you, d'expliquer all the people who are qu'il faut on prendre les liens, this le lien platform on Zoom, and we're going to d'invitation switch over to the discussion pour period now. envoyer une demande et recevoir le lien de Please connexion. go ahead.